Quand cet avion arrive sur le champ de bataille, un bruit terrifiant retentit. Le A-10 Warthog n'a pas été conçu pour être élégant. Il a été conçu pour survivre au pire combat et protéger les soldats au sol. Blindage massif, structure capable d'encaisser les tirs, et surtout un canon si puissant qu'il peut pulvériser un char en quelques secondes. Mais en 2026, cet avion déjà redoutable est devenu encore plus dangereux. Accrochez-vous, car les images que vous allez découvrir sont absolument incroyables. Commençons par comprendre comment le Warthog est devenu le monstre préféré de l'armée américaine. Imaginez des soldats cloués au sol sous le feu, dans une rue ou dans un champ. Ils ont besoin d'un avion allié capable d'arriver rapidement, de rester à proximité et de détruire avec précision le camion, le bunker ou le char qui les attaque, sans tout raser autour. Cette mission exige un appareil capable de voler assez bas et assez lentement pour que le pilote voie réellement la situation et distingue alliés et ennemis à l'œil nu, et pas seulement au radar. Pendant longtemps, les États-Unis ont tenté cette mission avec des avions conçus pour autre chose. Au Vietnam, un robuste avion à hélice, le Douglas A-1 Skyraider, emportait d'énormes charges de bombes et de roquettes et pouvait tourner pendant des heures au-dessus d'un combat, ce qui le rendait très apprécié des troupes. Mais lorsque le Nord-Vietnam renforça ses canons anti-aériens et ses missiles sol-air, cet appareil lent devint plus vulnérable malgré le blindage du cockpit. Les jets rapides comme le F-4 Phantom ne résolvaient pas non plus le problème. Conçus pour la vitesse et la haute altitude, ils traversaient la jungle trop vite pour identifier précisément un camion caché sous les arbres ou une petite équipe armée près de soldats alliés, ce qui augmentait le risque d'erreur. Pendant que la guerre du Vietnam révélait ses limites, les stratèges en Europe redoutaient un autre scénario, en cas de guerre froide qui s'envenimerait. Des colonnes de chars soviétiques pourraient traverser les brèches du terrain, comme celle de Fulda, et foncer vers l'Europe occidentale. Arrêter ce flot d'acier exigeait plus que des bombardements en altitude. Il fallait un avion capable de détruire des colonnes de chars, de protéger l'infanterie et d'opérer toute la journée depuis des pistes avancées. De ces leçons est née une idée claire. L'US Air Force n'avait pas besoin d'un chasseur rapide capable de larguer des bombes, mais d'un véritable char volant conçu pour soutenir les troupes au sol. À la fin des années 1960, cette vision donna naissance au programme AX pour Attaque expérimentale. L'objectif était de créer un avion simple, robuste et peu coûteux, capable de décoller depuis des pistes courtes ou endommagées, d'emporter une grande quantité d'armes, de survivre aux tirs venant du sol et de détruire des chars. Quelques responsables de l'Air Force et du Pentagone soutinrent fortement ce concept. Un appareil réparable avec des outils simples sur des bases avancées, capable de voler bas et lentement sans dépendre d'une électronique complexe et dont le budget serait consacré au blindage et à la puissance de feu plutôt qu'au confort. Ce n'était pas glamour, mais c'était exactement ce dont les soldats avaient besoin. Plusieurs constructeurs présentèrent alors leurs prototypes. Au début des années 1970, la compétition opposa le Northrop YA-9 et le Fairchild Republic YA-10. Tous deux étaient des jets d'attaque trapus à aile droite, conçu pour le vol à basse altitude, mais le modèle de Fairchild assumait encore davantage son apparence brute et fonctionnelle, ce qui lui vaudra plus tard le surnom de Warthog. Sur le YA-10, les deux moteurs étaient placés haut à l'arrière du fuselage, partiellement masqués par la double dérive. Cette configuration protégeait les moteurs des pierres et du sable soulevés sur des pistes rudimentaires et réduisait aussi la visibilité de leur chaleur pour les missiles guidés par infrarouge. Après plusieurs essais au début des années 1970, l'avion de Fairchild remporta la compétition et entra en service sous le nom d'A-10 Thunderbolt II. Mais l'élément le plus spectaculaire n'était pas l'avion lui-même, c'était son canon. En parallèle du programme AX, les États-Unis développaient le GAU-8 Avenger, un énorme canon rotatif à 7 tubes tirant des obus de 30 mm conçus pour percer le blindage des chars modernes. Le système complet, avec son tambour de munitions, mesure près de 6 mètres et pèse plus de 1,8 tonnes, soit l'équivalent d'une petite voiture. À lui seul, il représente presque 1/6 du poids à vide de l'avion. Les ingénieurs ont donc littéralement construit l'appareil autour de cette arme. Le canon est installé légèrement décalé dans le nez,
mais le tube qui tire réellement est aligné avec l'axe de l'avion afin que le recul pousse directement vers l'arrière sans dévier la trajectoire. C'est pour cela que la roue avant est décalée sur la droite. Le GAU-8 peut tirer environ 3900 coups par minute, mais en combat, les rafales durent généralement 1 ou 2 secondes. Même sur un tir aussi court, des dizaines d'obus sont lancés et environ 80% frappent dans un cercle d'environ 12 mètres à une distance d'environ 1,2 km. Les munitions mélangent des obus perforants et explosifs. Les premiers percent plusieurs centimètres d'acier, les seconds détruisent les véhicules plus légers et enflamment le carburant ou les munitions. Pour un char ou un blindé pris à découvert, l'effet est dévastateur. Mais le A-10 n'a pas été conçu uniquement pour détruire. Il devait surtout survivre dans des zones saturées de tirs anti-aériens. Pour protéger le pilote, le cockpit est enfermé dans une coque de titane d'environ 3,8 cm d'épaisseur, pesant près de 540 kg. Cette coque peut arrêter des projectiles explosifs allant jusqu'à environ 23 mm, capables de détruire la plupart des avions. Le reste de l'appareil suit la même logique. De nombreux systèmes essentiels sont doublés et séparés afin qu'un seul impact ne désactive pas tout. Les deux moteurs sont largement espacés et montés haut à l'arrière, ce qui réduit les chances qu'un missile ou un obus détruisent les deux en même temps. Les commandes de vol utilisent l'hydraulique, mais disposent de circuits redondants et même d'un mode mécanique complet. Si tout le fluide fuit, le pilote peut encore contrôler l'avion avec des câbles et des poulies. En test comme en combat réel, des A-10 sont rentrés à la base avec des morceaux d'ailes, de queue ou de moteur arrachés. Le carburant est également protégé. Les réservoirs sont placés près du centre, remplis de mousse qui limite les incendies et les explosions, capables de se refermer partiellement après un impact et isolables pour éviter les fuites. Le comportement en vol correspond aussi à sa mission. Au lieu d'ailes fines et inclinées comme celles d'un chasseur, le A-10 possède de grandes ailes droites offrant beaucoup de portance à basse vitesse et permettant d'emporter une lourde charge d'armes sans nécessiter de longues pistes. Son train d'atterrissage est robuste, avec de larges pneus basse pression capables d'opérer sur des pistes sommaires ou même sur des portions de route. L'avion étant très stable, le pilote peut voler plus bas et plus lentement que la plupart des jets, observer le terrain à l'œil nu, repérer des véhicules ou des positions cachées et aligner ses tirs avec précision. Même train rentré, une partie des roues reste visible sous le fuselage. C'est volontaire. En cas d'atterrissage sur le ventre, elles absorbent une partie de l'impact et évitent que la structure principale ne se déchire. Toutes ces décisions existaient bien avant que le A-10 ne tire en combat. L'épreuve réelle arriva en 1991 lors de l'opération Desert Storm, lorsque une coalition menée par les États-Unis repoussa les forces irakiennes hors du Koweït. Pendant cette campagne aérienne intense, les A-10 effectuèrent des milliers de missions d'attaque contre les troupes au sol. Ils détruisirent plus de 900 chars, environ 2000 autres véhicules militaires et près de 1200 pièces d'artillerie. Ils abattirent même au moins 2 hélicoptères irakiens au canon, un exploit rare pour un avion qui n'était pas conçu pour le combat aérien. Le Warthog ne sortit pas indemne du conflit. Plusieurs appareils furent touchés par des missiles ou par de l'artillerie lourde, et certains furent abattus. Mais beaucoup rentrèrent avec des dégâts qui auraient condamné la plupart des jets. Ailes perforées, empennage déchiqueté ou panneaux arrachés. Au début du XXIe siècle, le A-10 s'était forgé une solide réputation de protecteur des troupes au sol et de véritable cauchemar pour les équipages de chars et les convois. Sa silhouette massive, son blindage et son énorme canon remplissaient parfaitement leur rôle. Pourtant, le monde évoluait. L'incroyable évolution de l'intérieur du A-10 Warthog. Au début des années 2000, malgré son efficacité, le Warthog faisait face à une limite. Sa structure encaissait les coups, mais le cockpit restait très analogique, avec des cadrans ronds, des cartes papier posées sur la cuisse et un ciblage reposant surtout sur la vue du pilote. Face aux menaces modernes, cela devenait insuffisant. Le programme Precision Engagement transforma alors le A-10A en A-10C en l'amenant dans l'ère numérique. 2 écrans couleurs remplacèrent une grande partie des instruments et furent reliés à une carte numérique et à un nouvel ordinateur d'armes. L'ergonomie adopta le système OTAS, plaçant commandes et boutons directement sur le manche et la manette des gaz afin de changer d'arme, déplacer les capteurs ou marquer une position sans lâcher les commandes principales. Pour un avion opérant à basse altitude,
Ce changement marquait la fin de l'ère des cartes papier. Ces écrans regroupent les données de vol, le carburant et l'état des armes sur une carte en temps réel. Les forces amies, les zones cibles et les dangers apparaissent sous forme de symboles clairs. L'ordinateur sait quelles armes sont sous chaque aile et combien il en reste. Tout cela réduit la charge de travail et permet aux pilotes de surveiller davantage le terrain plutôt que les instruments. De nouveaux yeux furent ajoutés avec des nacelles de ciblage comme Sniper et Lightning sous les ailes. Ces modules regroupent une caméra de jour, un capteur infrarouge capable de voir la chaleur la nuit ou à travers la fumée et un laser pour marquer les cibles. Avant leur arrivée, le pilote devait souvent plonger et chercher à l'œil nu des camions ou des équipes armées à travers la poussière et la végétation. Avec l'image du pod affichée dans le cockpit, il peut désormais observer depuis plus haut, verrouiller un véhicule en mouvement et le suivre en temps réel. La nacelle calcule ses coordonnées exactes et les transmet directement à l'ordinateur d'armes. La manière dont le A10 communique avec les autres forces a aussi changé grâce à une liaison de données appelée Situational Awareness Data Link, ou SADL. L'US Air Force compare ce système à un réseau numérique reliant les avions et les unités au sol. Chaque participant envoie de courtes données et reçoit en retour une carte partagée. Les forces amies apparaissent en bleu, les positions ennemies dans d'autres couleurs. La carte se met à jour en continu pendant le combat, au lieu de rester figée au moment du décollage. Le Link 16, utilisé par de nombreux chasseurs et avions de commandement, est aussi ajouté pour connecter le A10 à un réseau encore plus large de cibles et de pistes radar. Des radios sécurisées modernes, parfois complétées par des communications satellites, permettent aux pilotes d'échanger clairement avec les contrôleurs au sol et les centres de commandement. Toute cette information doit pourtant rester simple à lire, d'où l'ajout d'un viseur monté sur casque. Sur le A10C, beaucoup d'unités utilisent le système Scorpion. Le casque projette un petit écran transparent devant un œil. Les symboles, autrefois visibles uniquement sur les écrans du cockpit, apparaissent désormais directement dans le champ de vision du pilote, alignés avec ce qu'il regarde. S'il repère un camion suspect ou un tir venant du sol, il peut simplement pointer la tête et appuyer sur un bouton pour ordonner à la nacelle de ciblage de regarder dans cette direction. La nacelle pivote, verrouille la cible et affiche les coordonnées. Si le système d'alerte détecte un missile ou un radar hostile, un indicateur lumineux apparaît aussi dans le casque pour montrer la direction du danger et permettre une réaction immédiate avec une manœuvre ou des leurres. Mais un nouveau cerveau et de nouveaux yeux ne suffisent pas sans des armes plus précises. Dans les années 2000, l'une des grandes évolutions fut l'utilisation généralisée des JDAM pour Joint Direct Attack Munition. Il ne s'agit pas d'une nouvelle bombe, mais d'un kit guidé fixé à l'arrière d'une bombe classique, ajoutant un ordinateur, des ailettes et une navigation satellite. Une bombe autrefois larguée à vue devient ainsi une arme guidée capable d'atteindre des coordonnées précises presque par tous les temps, même à travers les nuages ou la fumée. Pour le A10C, cela inclut par exemple la GBU-31 d'environ 900 kg ou la GBU-38 d'environ 230 kg. Une fois les coordonnées programmées par le pilote ou un contrôleur au sol, l'avion peut larguer la bombe depuis une altitude moyenne et laisser le système la guider vers des bunkers, des positions d'artillerie ou des bâtiments fortifiés, même dans la poussière ou sous une couverture nuageuse. Au lieu de multiplier les passes au canon par mauvais temps, un seul passage précis suffit souvent. L'étape suivante fut encore plus avancée avec la Small Diameter Bomb, la GBU-39, une bombe fine à aile déployable d'environ 110 kg. Elle combine navigation satellite et guidage interne et peut planer à plus de 60 km du point de largage. Plus légère et plus fine, elle permet d'en placer 4 sur un seul support là où une grosse bombe prenait toute la place. Un A10 équipé de ces racks peut ainsi emporter jusqu'à 16 Small Diameter Bombs et attribuer une cible différente à chacune lors d'une seule mission. Le nouveau système numérique améliore aussi l'emploi de missiles plus anciens. Le A10 utilisait déjà l'AGM-65 Maverick, un missile lourd conçu pour détruire des chars et des bunkers. Avec le cockpit modernisé, l'image du capteur apparaît en haute définition sur un écran couleur et la nacelle de ciblage peut désigner précisément le point d'impact. Le pilote peut ainsi tirer plusieurs missiles lors d'une même passe au lieu de traiter chaque tir séparément. Les missiles Sidewinder montés en bout d'aile profitent également de meilleurs systèmes d'alerte et du viseur de casque
donnant au Warthog davantage de chances de se défendre contre des hélicoptères ou des drones lents. L'amélioration qui correspond le mieux à l'esprit du A-10 reste cependant une arme qui transforme une munition simple en outil de précision, la PKWS pour Advanced Precision Kill Weapon System. Pendant des décennies, les avions utilisaient des roquettes de 70 mm tirées en ligne droite, efficaces mais peu précises. La PKWS ajoute une section de guidage entre la roquette et son ogive, avec de petites ailettes et un capteur laser. Lors des premiers essais sur A-10, plusieurs roquettes ont frappé à quelques centimètres du point visé, prouvant qu'une roquette légère pouvait agir comme un petit missile guidé. Comme ce kit s'adapte à des roquettes déjà produites en grande quantité, chaque tir coûte bien moins cher qu'un missile moderne. Des tests ont montré qu'un tir APKWS peut coûter une fraction du prix d'un missile RR tout en détruisant un petit drone ou un véhicule léger.